Bonjour, je suis Christelle Graillot, je suis tête chercheuse de talent et agent artistique. Je suis rentrée dans le milieu de la mode parce que j'ai fait une école qui s'appelle l'EFAP, qui est l'école française des attachés de presse. Et en fait, je suis rentrée à travers un stage chez Alexandre de Paris, qui est décédé aujourd'hui et qui coiffait les rois, les reines et les actrices de renom. J'ai eu accès aux magazines, à rencontrer des photographes mondialement connus comme Sarah Moon, Paolo Roversi, André Rau. Je côtoyais au quotidien des actrices comme Catherine Deneuve, Isabella Gianni, Isabella Rossellini. Et c'était un monde assez incroyable. En fait, j'étais toute jeune à l'époque. J'avais une vingtaine d'années. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu aiguiser mon œil et me baigner, m'imprégner en fait de cet univers. J'ai intégré une agence de mannequins qui s'appelle Metropolitan et à cette occasion, j'ai monté le département célébrité de l'agence. C'était l'époque où Zidane avait fait la pub pour Evian et les agences de mannequins se diversifiaient en intégrant des sportifs de très haut niveau ou des actrices, parce que ça paraît assez dingue, mais les actrices n'étaient pas les porte-drapeaux en fait de marque autant que ça l'est aujourd'hui. J'ai été repérée par quelqu'un qui suivait mon parcours professionnel, qui s'appelle Corinne Debury, que je remercie profondément, et qui m'a fait rencontrer Alexandre Rubini, qui est allé de nouveau directeur des programmes chez Canal. Je suis rentrée à Canal le 5 mars 2001, j'allais avoir 30 ans. Je rentre à Canal, alors j'arrive dans un monde assez privilégié. Tout le monde rêvait de rentrer à Canal, c'était vraiment le Graal et le rêve, quoi, absolu. Je m'occupais de mettre, alors c'est assez drôle, de mettre le crypté dans le clair, en fait, en lumière dans le clair. C'est-à-dire qu'il fallait que je trouve des astuces éditoriales pour promouvoir les programmes cryptés dans le clair pour donner envie aux gens de s'abonner. Donc c'est assez drôle parce que mon métier, au fil du temps, a été de révéler des talents des gens inconnus à la lumière. Donc tout ceci, vous vous rendez compte, tout ceci est cousu de fil d'or et tout ceci a du sens en fait. Et c'est à l'arrivée de Rodolphe Belmer, avec une autre jeune femme qui s'appelle Charlotte Meunier, qu'on nous a fait cette proposition de recréer, de remettre au goût du jour cette cellule de repérage de talents qui existait chez Canal, puisque c'est partie des valeurs de la chaîne, de l'ADN de Canal, de révéler, de détecter, révéler et de mettre en lumière les talents de demain. Et Charlotte me dit, moi je peux pas aller au théâtre tous les soirs, est-ce que tu veux... Occupe-toi des humoristes, tu t'occupes des humoristes, et moi des journalistes et des chroniqueurs, est-ce que ça te va? Je fais parfait. J'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai commencé à écumer, mais alors à toutes les scènes parisiennes. Et quand je dis tous les soirs, c'est que j'étais tous les soirs au théâtre, de la cave au grenier, j'ai fait toutes les scènes parisiennes et tout, enfin vraiment les endroits où on est très très mal assis, hein, évidemment. Donc par occasion, par intermittence, j'allais voir des spectacles dans des grandes salles. Mais c'est vrai que le but en soi, c'était découvrir des gens inconnus au bataillon. Donc les gens inconnus au bataillon, de fait, ne sont pas à l'Olympia ou ne sont pas dans les grandes salles parisiennes. Donc voilà, et c'est vrai que de fil en aiguille, j'ai commencé à découvrir des gens. Une de mes premières découvertes, ça a été Julie Ferrier. Le luxe de cette chaîne, c'était justement de se mettre à la portée du talent. Ça veut dire, par exemple, moi, quand j'ai découvert Guillaume Gallienne, Guillaume, je lui dis, tu as carte blanche. On lui laisse la grille, on lui dit, dans quoi tu te verrais? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est plutôt dans l'autre sens, si vous voulez, parce que se dire mettre les gens dans des cases, alors après, évidemment, il y a des nécessités, des besoins sur une antenne comme Canal qui sont le poste de la Miss Météo, qui était récurrent chaque année, ou si la comédienne n'enquillait pas une deuxième année. Donc forcément, il y avait des besoins qui étaient déjà très, très identifiés. Et pour trouver une Miss Météo, croyez-moi qu'il faut s'y prendre un an à l'avance, parce que c'est un profil tellement rare. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, on s'adaptait, la grille s'adaptait par rapport au talent. Donc, suivant ce qu'ils avaient envie de faire, si c'était de la chronique en plateau, donc en live, en direct, suivant, dans le cas de Guillaume, par exemple, c'était des petites pastilles courtes qui s'appelaient les bonus de Guillaume. Donc, tout ceci était écrit, tourné. Pour des petits jeunes talents, tout dépend au stade où ils en sont. Il y en a certains, je me constituais une pépinière que je faisais travailler en sous-main et en coulisses, où je prenais des plateaux, on travaillait des concepts, des projets, on tournait des pilotes et tout ça, donc je les gardais sous le coude, je les ai travaillés pendant 1 an, 2 ans, voilà. Et d'autres qui étaient un peu plus frais et qui passaient des castings et qu'on intégrait sur les plateaux du Grand Journal, le midi, le matin, enfin voilà. Alors c'était assez drôle pour Bref, parce que j'avais repéré, je travaillais pareil en sous-marin avec Kian Kojandi depuis une dizaine d'années que je le connaissais, qui entre guillemets, faisait des scènes ouvertes, n'était pas ce talent révélé comme il est aujourd'hui. Et on essayait de trouver des pistes de projets et tout. Et on avait il avait eu une super idée avec son co-auteur, avec Navo, d'intégrer l'émission de Bruce Toussaint le midi, sur une chronique où ils imaginaient qu'un fond vert, enfin, tout un petit concept bien adapté pour l'émission.
Et ce qui s'est passé, c'est que Bruce Toussaint quitte Canal. Donc, branle-bas de combat, tout s'arrête, changement d'équipe, donc le projet de Cannes tombe à l'eau. Enfin, il y a eu un concours de circonstances, si vous voulez, qui a fait que toutes les choses que je développais avec Cannes sont tombées à l'eau. Et puis un jour, Harry Torgman, qui me disait oui, on prépare un pilote, on te le montrera bientôt, etc., etc., me contacte et me dit Christelle, est-ce que je peux te montrer un pilote qu'on a tourné avec Yann et Navo et toute son équipe et tout, et je fais avec plaisir. Et je raconte ça pour la petite anecdote parce que c'était assez rigolo. C'était l'année où l'iPad venait de sortir. Harry est féru de haute technologie, il est tout fier, il arrive dans mon bureau avec le fameux iPad, donc moi j'étais hyper impressionnée par l'iPad, qu'on n'avait encore jamais vu ça, on disait mais c'est génial et tout, et il m'a montré le premier épisode de Bref sur l'iPad. Et autant vous dire que j'ai eu un choc. Mais vous pouvez pas vous imaginer, un choc, mais ça a été, j'ai dit: «C'est quoi ce truc de malade?» C'est-à-dire qu'en plus, l'épisode de Bref était tellement abouti, c'était celui qui a été diffusé à l'antenne, tellement abouti du début du générique jusqu'à la fin, qu'on aurait presque pu prendre l'iPad et le brancher en régie finale et diffuser, c'était fou, j'en revenais pas de voir, une nouvelle écriture, en fait. C'était cette nouvelle écriture cette façon de filmer, de raconter une histoire, un rythme complètement différent et jamais vu. Et ça a été pour moi un choc. Et ce qui s'est passé, donc ce petit programme court devait atterrir dans une émission le week-end, qui n'a jamais vu le jour, pareil, qui tombe à l'eau. Et pour la Miss Météo qui arrivait à l'antenne, je cherchais des auteurs, parce que les Miss Météo sont forcément accompagnés d'un auteur, parce que on ne s'imagine pas à quel point, en fait, c'est un boulot titanesque. Je me suis dit, qui mieux comme auteur que Kian Kojandi et Navo pour accompagner la nouvelle Miss Météo? J'appelle Renaud Levanquim et je lui dis, voilà, j'ai 2 super auteurs. Il me dit, OK, mais montre-moi ce qu'ils font, de quoi ils sont capables, de quoi... Je lui fais, la meilleure carte de visite, c'est de te montrer, Renaud, le premier épisode de Bref. Et là, il me dit, mais la même réaction que moi, c'est quoi ce truc de dingue? Je le veux tous les soirs dans le Grand Journal et tout. Et donc, tout est parti de là. Tout est parti de là. Bon, après, il a été impossible de l'avoir tous les soirs dans le Grand Journal parce que 1 minute 45 de Bref, c'est 10 jours de post-prod. Donc 10 jours, vous voyez, c'était pas humain, c'était pas réalisable d'en avoir un tous les soirs. Donc, on avait fait ce qu'on a pensé qu'il y a 2 saisons de Bref. C'est les 40 épisodes qui devaient être diffusés en hebdomadaire. Finalement, ont été diffusés à raison de 3 fois par semaine. Donc, ce qui a couvert à peu près 3 mois. Et au terme des 3 mois, on a dû relancer la machine et refaire 40 épisodes de Bref pour terminer l'année. Et donc, c'est pour ça que Cannes, cette année-là, je me rappelle, il est parti à Cannes avec Bérénice Bejo, parce que Bérénice Bejo était la maîtresse de cérémonie, c'est lui qui écrivait les textes. Ils ont dû partir avec toute l'équipe de Bref dans les chambres d'hôtel à monter les épisodes pendant qu'il était aussi à Cannes et tout. Enfin, c'était de la folie. Donc, c'est vrai que cette aventure s'est arrêtée juste à ce moment-là, parce que pour eux, ça a été une année... mais ils ont très, très peu dormi. Ça a été une aventure incroyable. Puis, il fallait voir ce qui se passait, en fait, en termes de notoriété. C'est-à-dire que vous baladiez avec Yann dans la rue, tous les gens s'arrêtaient. C'est le mec de Bref, c'est le mec de Bref, c'est le mec de Bref. Enfin, c'était faramineux. C'est-à-dire que Bref est devenu un cas d'école. C'est-à-dire que c'est étudié en agence de pub, c'est étudié à la Sorbonne, c'est étudié dans le monde entier. Ils ont vendu des bibles du projet aux États-Unis, au Japon. Enfin, ça a fait le tour du monde, quoi. Ça a été une aventure très particulière. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont vexés que je les ai pas révélés. J'ai révélé des gens qui me semblaient en adéquation avec l'ADN de Canal. Il y a d'autres gens que j'ai rencontrés qui ont énormément de succès aujourd'hui, je pense être passée à côté de personne, en fait. Alors, ça peut paraître un peu présomptueux de dire ça, mais je pense pas, en fait. J'ai vraiment essayé au mieux de répondre aux besoins d'une chaîne, qui était tout le temps un niveau d'excellence qui était absolu, hyper avant-gardiste, qu'il fallait toujours avoir un pas de côté, un temps d'avance sur tout, et d'aller toujours chercher les talents de demain, quoi, d'être tout le temps sur le qui-vive, d'aller chercher les talents de demain. Ça faisait 18 ans que j'étais chez Canal. Après, au bout de 18 ans, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se remettre en question. Et moi aussi, j'étais dans une espèce de zone de confort qui était pas forcément bénéfique pour moi. Je pense que j'avais fait le tour de la question dans tout ce que je faisais, dans tous les outils que j'utilisais, que ça devenait un peu redondant. Donc, c'était important, moi aussi, de sortir de ma zone de confort. Donc, j'ai quitté fin 2018, j'ai monté L'Âme Presario, mon agence. J'ai adossé ma structure, donc L'Âme Presario, chez Armédia.
Donc, parce que l'idée, c'était vraiment de développer la carrière de jeunes talents et de ramener la jeune génération du cinéma français. On a fait un partenariat pendant 1 an. J'ai quitté, on s'est séparés au bout d'1 an. Ça a été, voilà, l'envolée belle, à partir de ce moment-là, en fait, toute seule et avec mes outils, mon réseau, mon agence. Il a fallu que je crée un site internet, parce que le site internet des agences, c'est vraiment un outil de travail pour les directeurs de casting. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai une 50aine de talents, aussi bien dans les domaines de la réalisation, que les scénaristes, que les comédiens, comédiennes. J'ai aussi une chorégraphe qui est Adjiba Fahmy. Je me déploie, si vous voulez, dans tous les corps de métier qui étaient déjà des terrains, en fait, on va dire, connus plutôt, pour moi, qui sont l'écriture, que j'adore, travailler avec des scénaristes. Et là, j'ai la chance de travailler avec un des plus grands scénaristes français, si ce n'est pour moi le plus grand scénariste français, qui est Abdelraouf Dafri. Et donc voilà, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de gens. Je suis une boutique agency, comme on appelle ça, mais c'est aussi une volonté, parce que j'ai une approche qui est très humaniste et visionnaire. Donc visionnaire dans la façon où j'ai passé mon temps à détecter l'air du temps et d'être en avance sur mon époque, et humaniste parce que je suis un pot de colle avec mes talents, quoi. C'est mais un vrai pot de colle, quoi. Je suis tout le temps derrière eux, tout le temps à vouloir savoir ce qu'ils font, à imaginer ce qu'on pourrait faire, à les pousser dans leur retranchement, à les bousculer, en fait. Bouger les lignes et bousculer, parce que c'est nécessaire, en fait, mais c'est pour leur bien. Donc je suis là vraiment pour les accompagner, déployer au mieux, en fait, leur plein potentiel. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'avant, chez Canal, j'avais cette frustration de découvrir des gens qui n'avaient pas forcément d'agent, et qu'à un moment donné, ça se limitait dans ce gros groupe Vivendi, et qu'après, j'avais plus la main, en fait. J'avais plus la main, et puis nos chemins se séparaient. Enfin, même si je suis en contact avec beaucoup d'entre eux encore aujourd'hui. Cette frustration a été telle que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de partir et de faire ce métier-là aujourd'hui d'agent, d'agent artistique. Alors en fait, j'ai pas voulu forcément me positionner sur les jeunes talents. Ça a été l'une des premières questions que certains agents m'ont demandé: quelle va être ta ligne éditoriale? Parce que vous voyez, toutes les agences ont une espèce de petite ligne éditoriale en disant l'agence Untel, c'est plus ça, l'agence Untel, c'est plus ça. Moi, j'ai juste envie de dire que ma ligne éditoriale, c'est le talent. C'est-à-dire qu'il soit débutant, jeune, ou qu'il soit reconnu et archi connu, c'est avant tout le talent des acteurs, enfin des artistes que je représente. C'est ça ma priorité, c'est de me dire, j'ai une agence aujourd'hui, chacun d'entre eux, toutes les gens qui sont chez moi, je crois, mais de manière indéboulonnable en leur talent. Et je suis convaincue de ce qu'ils vont devenir. Et je mets toute mon énergie à ça, et voilà, qu'ils démarrent ou qu'ils soient plus confirmés. C'est vraiment ça. C'est vraiment, moi, le cœur de mon système, en fait. C'est vraiment le talent. Et moi, ce qui m'intéresse le plus chez un artiste, c'est pas qu'il sache extrêmement bien jouer, c'est son cerveau. C'est comment il va réfléchir, son intelligence, son acuité, sa curiosité, son pas de côté, sa façon de réfléchir différemment. Parce que c'est ça le plus important, en fait. C'est de se dire... Parce que quand vous avez ça, quand vous avez ce pas de côté, tout d'un coup, vous prenez un texte et vous dites: tiens, et si je l'interprétais en chantant, ou si je l'interprétais en rap, ou je sais pas, en fait. Vous voyez, si on a tout d'un coup une façon de voir les choses, une vision différente des autres, c'est ce cerveau-là qui va faire que vous allez faire une grande carrière. C'est ce cerveau-là qui va faire que vous allez vous faire remarquer. C'est une espèce d'intelligence émotionnelle qui n'est pas forcément donnée à tout le monde. Et on se rend compte, hein, les artistes qui font les plus grandes carrières, c'est vraiment des gens originaux, quoi, qui sont atypiques, qui ont des personnalités, qui ont de la personnalité. Et je pense que indéniablement, pour moi, en tout cas, c'est indispensable. Les choses à pas faire, je dirais, moi, je suis extrêmement attachée aux valeurs et à des choses qui sont le B.A.-ba, on va dire, la politesse. La correction d'être poli, ça peut paraître ridicule, mais moi, je suis très old school, mais c'est vrai que la politesse, dire bonjour, d'arriver sur un plateau, dire merci, d'avoir des relations de travail respectueuses, c'est d'être professionnel, en fait. C'est d'être professionnel, c'est-à-dire qu'un agent envoie un mail, de répondre, de répondre vite, parce que les castings sont dans un rythme effréné et ont besoin qu'on réponde vite, parce qu'ils doivent constituer des plannings. Donc d'être vraiment au taquet, en fait. Voilà. C'est de se dire, parce que d'être comédien, c'est pas à la one again, c'est un vrai métier. S'il y a des gens, il y a une industrie derrière, ça représente des millions d'euros. Enfin voilà, c'est sérieux, d'en avoir vraiment conscience, en fait. C'est-à-dire qu'il y a du travail.
C'est toute une industrie, il y a beaucoup de petites mains, beaucoup de petites maillons d'une chaîne qui font que, qui sont interdépendantes les unes des autres et qui font que, heu tout le monde est important, tout le monde a sa place en fait et surtout la reconnaissance en fait, voilà. Un talent, s la clé de son succès aussi, c'est d'être reconnaissant avec les gens parce qu'on réussit jamais seul en fait. Voilà, alors bien sûr, on réussit grâce à son talent, mais aussi aux gens qui vous accompagnent, qui vous permettent d'accéder à des rôles, qui vous donnent votre chance. Donc c'est et cette reconnaissance-là aujourd'hui, je la mets vraiment avec un R majuscule, elle est indispensable. C'est vrai que je trouve que le métier d'agent est très mal rémunéré. Je trouve que, voilà, c'est vrai qu'un agent, il est seulement payé à partir du moment où et ça, les talents n'ont pas forcément conscience et ne le réalisent pas, à partir du moment où un comédien travaille, en fait. Donc, tout le travail d'accompagnement qui est fait en termes d'image, que moi je fais indéniablement, parce qu'il me semble essentiel de faire un travail à 360 et pas seulement un travail juste focus sur les castings. Ça, c'est pas rémunéré, c'est du conseil en plus, mais qui me semble aujourd'hui indispensable au regard de comment les choses fonctionnent, comment les réseaux sociaux ont pris le pas sur tout le reste et comment ils sont rentrés dans nos vies et qui sont indispensables au développement de la carrière de quelqu'un. Mais c'est vrai que, un agent est payé, 10 d'un montant d'un cachet de comédien et je peux vous assurer, quand vous faites du développement et que vous avez beaucoup de jeunes talents qui sont payés au tarif syndical, c'est pas, très rémunérateur. Mais après, je me dis que c'est des graines pour la suite. Ça va permettre, des projets peut-être plus ambitieux, mais qui vont se faire repérer et de développer la carrière de quelqu'un de manière, plus, on va dire, pointue et leur permettre d'accéder à des rôles peut-être après beaucoup plus ambitieux et donc voilà, mais c'est vrai que c'est du long terme et en souhaitant que les talents, que vous avez développés restent, reconnaissants et restent avec vous quoi, en fait, et partent pas dans d'autres agences et voilà et parce que c'est vrai que ce travail de développement, il est extrêmement, coûteux en termes d'énergie, en termes de temps, et du coup d'argent puisqu'il n'est pas payé, en fait. Donc et ça, certains talents en ont pas connaissance, en ont pas la reconnaissance et pas la compréhension et du coup, quand ils quittent des petits agents et qu'ils se disent: «Oh là là, je vais aller dans une plus grosse» c'est très ingrat, en fait. Ce métier d'agent est extrêmement ingrat parce que, des petits agents qui ont fait la carrière et qui ont lancé la carrière de quelqu'un se retrouvent dépouillés, en fait, par des grosses agences. Il y a quelque chose de fondamental et c'est bien qu'on en parle justement, c'est que, les jeunes talents s'imaginent qu'en allant chez, je vous dis n'importe quoi, chez Adéquat ou chez UBBA, en fait, ils vont exploser, il faut partir du principe qu'un directeur de casting ou un producteur ou un réalisateur ou un diffuseur, il va pas aller chercher Adéquat, UBBA et j'en passe, c'est des meilleurs. Il va aller chercher un talent. Avant tout, il va aller chercher le talent de quelqu'un. Il va pas aller chercher le nom d'une agence, en fait. Et c'est là aussi où il faut remettre les choses à leur juste place. C'est-à-dire qu'on donne du pouvoir aux agents. Alors, OK, ils sont là aussi pour accompagner la carrière, pour débloquer des choses, pour accompagner, pour vous trouver du boulot et tout ça. Mais avant tout, ce qui est important, c'est le talent lui-même, en fait. C'est le talent du talent. Vous voyez, et que le talent soit dans une toute petite agence ou qu'il soit dans une agence de renom, s'il a pas de talent, il va être noyé dans la masse et s'il a du talent dans une petite agence, de toute façon, il sera, enfin, je veux dire par là, le talent sera révélé quoi qu'il en soit, en fait. Qu'il soit dans une grosse agence ou une petite agence, vous voyez? C'est quand on a du talent, on a du talent. Il y a des cas, enfin, qui sont des talents de renom, qui sont dans des petites agences et qui, pour rien au monde, les quitteraient et qui travaillent énormément. L'agent va être un facilitateur, va être un accompagnateur, mais c'est pas lui ou le nom de son agence qu'on va aller chercher. C'est certain, en fait. Donc il y a ça aussi qu'il faut comprendre parce que moi, je connais plein d'acteurs qui sont extrêmement malheureux dans des très grosses agences et qui ont peur de quitter ces agences parce que et c'est un tel nom, une telle étiquette et ils disent: «Ah ouais, moi je suis chez un tel, moi je suis chez un tel», que du coup, ils ont peur en fait d'aller, chez des petites je pense vraiment que c'est le talent de l'artiste qui prévaut, mais de manière, indéniable et 2 la personnalité de l'agent que vous avez.
Que vous soyez dans une très grosse agence ou une plus petite agence. C'est la personnalité de l'agent. Sa personnalité, son réseau, c'est aussi sa façon d'être et de vous conseiller, de vous accompagner. Donc c'est vraiment ça qui prévaut. Et après ça, c'est une combinaison des 2. C'est une alchimie entre, un artiste et un agent. C'est vraiment un copilote, en fait. C'est un travail de binôme, en fait, voilà. Et un travail alchimique qui s'opère entre les 2. Un, il faut bosser. Si vous avez du talent, vous allez être révélé et repéré. Et 2, il faut aller avec un agent avec qui vous entendez bien et avec qui est capable de comprendre qui vous êtes et de vous emmener vers là, en tout cas de vous accompagner vers là où vous voulez aller. C'est indispensable quand on est un jeune talent de toucher un peu à tout et d'expérimenter des choses diverses et variées comme les courts-métrages, ce qui est très important quand on est un jeune talent, c'est de se bouger, quoi, en fait. C'est pas d'attendre que ça tombe. Moi, je suis désespérée quand j'entends des comédiens qui restent dans des écoles que je ne citerai pas et qui ne font rien d'autre. Ah non, non, mais je suis à l'école pendant 3 ans ou 4 ans. Non, 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 je fais rien d'autre. Non, non, je fais même pas un court-métrage parce que tu comprends, je suis concentrée dans mes études et tout ça. Mais non, mais ils intellectualisent le métier, en fait. Ils le vivent pas, ils l'intellectualisent. Alors que la meilleure école, c'est l'école de la vie. C'est d'expérimenter les choses, c'est d'aller participer, d'aller décrocher toutes les petites annonces à la Fémis et de faire de la figuration, de faire de l'acting dans des courts-métrages et de jeunes réalisateurs. C'est d'expérimenter, d'être sur le terrain et de les vivre. C'est pas, c'est de les incarner. On est là sur Terre pour incarner les choses. On n'est pas là pour se dire non, 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 je reste dans ma tête, non, 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 on verra plus tard et tout. Moi, j'en connais plein comme ça de comédiens qui disent non, non, je fais rien d'autre. Parce que ce qui est très important, c'est aussi de se constituer une bande démo, même si je déteste les bandes démo et je suis contre les bandes démo, mais c'est avant tout et puis de provoquer aussi les choses, de créer, et puis se dire, tiens, si on a envie de prendre la caméra, aujourd'hui, on a des téléphones portables qui sont tellement perfectionnés qu'on peut tourner des mini courts-métrages, tourner des petites pastilles vidéo qu'on poste sur Instagram, faire des choses, en fait, et d'être proactif. Voilà. Et il faut être proactif quand on est jeune talent, c'est indispensable, surtout aujourd'hui. La jeune génération est tellement dégourdie et tellement investie dans le monde d'aujourd'hui que c'est indispensable d'être proactif, en fait, et d'y aller. Moi, j'ai beaucoup de jeunes chez moi, et notamment des jeunes femmes qui ont 18 ans et qui sont des machines de guerre, en fait. Ce sont des jeunes femmes qui sont nées avec les réseaux sociaux. Elles sont nées avec Instagram. Elles sont nées donc elles ont une façon de gérer leur image et de gérer, mais innée. C'est-à-dire qu'elles savent, en fait, comme ça, instinctivement, comment. Et tout de suite, ce sont des petites entreprises à elles-mêmes, quoi. Elles ont déjà conscience de l'image sur les réseaux sociaux, des castings, elles se renseignent sur tout, elles savent ce qui se passe à l'étranger. Enfin, si vous voulez, déjà, elles ont une appréhension du système et de l'écosystème du cinéma et de l'industrie qui est déjà époustouflante et extrêmement mature, en fait. Contrairement à nos générations plus âgées où on n'a pas cet instinct d'être en permanence sur les réseaux sociaux, de voir ce qui se passe ailleurs. Les générations plus âgées, moi, je les alerte, je leur dis attention. Parce que la jeune génération qui arrive, ils maîtrisent les outils, en fait. Ils les ont vraiment, ils les manient de façon extrêmement naturelle, à leur service. Et ça, c'est très nouveau, en fait. Voilà, c'est très, très nouveau. Et donc, ça leur donne une force de frappe beaucoup plus puissante que des comédiennes qui ont déjà 15 ans de carrière et qui savent pas forcément se remettre en question, qui sont pas forcément présentes sur les réseaux sociaux. Ils ont pas ce syndrome de je suis comédienne, j'ai pas le droit de chanter, je peux pas être mannequin, je peux pas écrire, pas du tout. Ils sont totalement désinhibés. Là où, par contre, il faut intervenir comme un chien de garde, c'est par rapport au temps. Parce que cette jeune génération qui est née avec l'instantanéité des choses, à avoir les choses immédiatement, à avoir besoin d'une information. C'est-à-dire que maintenant, vous avez tout sur Internet, vous avez tous les outils pour faire des films, pour monter, pour vous renseigner. Et il y a cette instantanéité qui peut être dangereuse dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils veulent tout de suite et maintenant. Ils s'imaginent pas que ça prend du temps, que parfois il faut laisser le temps au temps, et surtout dans le milieu du cinéma où les choses prennent encore plus de temps que dans n'importe quel autre milieu. Il faut laisser un temps de maturation qui est nécessaire à comprendre les choses, à intégrer les choses, à évoluer, faire évoluer une carrière. Il y en a beaucoup qui veulent tout de suite. Allez hop, on veut un rôle et on enchaîne un autre rôle, on veut un premier rôle, un autre. Ils comprennent pas que voilà, on doit prendre cette endurance-là, doit prendre un certain temps de maturation, de se poser, de réfléchir, de prendre plus son temps en fait, de se poser. Et donc c'est là où j'interviens et vraiment je leur explique et je les freine quoi, parce que ce sont des vrais bulldozers quoi, vraiment.
Moi, je comprends pas qu'on s'ennuie, en fait. Moi, c'est un mot que je ne connais pas. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse s'ennuyer dans la vie avec tout ce qui se passe. C'est-à-dire, voilà, on peut s'enrichir, se nourrir. C'est-à-dire aller voir toute la filmographie de Claude Sautet, déjà, rien qu'en soi, c'est tellement riche et tellement dingue que déjà, se nourrir du cinéma français, du patrimoine du cinéma français, ça me semble indispensable. D'apprendre des langues, c'est indispensable. Aujourd'hui, si tu parles pas l'anglais, t'es cuit. C'est fini, c'est foutu. En fait, il faut apprendre l'anglais. Il faudrait que, de toute façon, toute la jeune génération parle anglais. Moi, chez moi, tous mes comédiens sont bilingues, trilingues. Certains parlent même le mandarin. Enfin, il faut avoir des langues rares et des dialectes rares. Et ça me semble mais indispensable. Et c'est d'une évidence, c'est incontournable. Donc, c'est vraiment mettre ce temps quand on ne tourne pas au profit de quelque chose. Ce qui est très important, c'est d'être dans une énergie, dans une dynamique de travail. Même si c'est pour aller voir un film en salle, c'est d'aller voir le travail des autres, de se renseigner sur le travail des autres, d'aller voir des vieux films, de se nourrir de tout, d'être dans une dynamique, dans un mouvement d'énergie, en fait. Parce que l'énergie, quand elle circule et quand elle est mise à bon escient, au bon endroit, elle attire des choses, des opportunités, des rencontres, c'est d'aller s'intéresser au travail des autres, des choses qu'on n'aurait pas pu faire à un autre moment, d'aller découvrir un certain type de cinéma qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire, et tout ça, pour un acteur, et c'est indispensable. D'aller au musée. Moi, j'encourage tout le temps mes comédiens d'aller voir des expos. C'est hyper important d'aller voir des expos, d'ouvrir son œil, en fait, d'aller voir des photographes, d'aller voir de la peinture, d'aller au Louvre, de traîner, c'est essentiel quand on est artiste, parce qu'on s'imprègne de tout ça. On a les antennes qui s'imprègnent, qui se nourrissent. Comment je travaille au quotidien avec les directeurs de casting ou c'est à différents niveaux et à différents degrés, en fait. Tout dépend. J'étais considérée, moi-même, comme un directeur de casting auparavant, pendant 18 ans. Et c'est vrai que tout le travail, quand je suis devenue agent, parce que moi, je faisais jamais appel au directeur de casting quand j'étais chez Canal. Donc, ça a été pour moi, la première année, essentiellement, évidemment, ça a été vraiment de connaître les directeurs de casting, parce que c'était des gens... alors, la chance que j'ai eue, c'est que tout le monde me connaissait, donc ça a été pour moi un accélérateur, mais indéniable. Je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps à devenir agent, et à exercer mon métier, si j'avais pas déjà acquis cette notoriété. Donc, j'ai eu la chance que tout le monde me connaissait, donc... Quand je suis arrivée, notamment les 6 premiers mois chez Armédia, ça a été de déclencher des rendez-vous, des déjeuners, des cafés, choses que j'ai fait sans cesse, en fait. Et de fil en aiguille, les choses se sont faites naturellement parce que j'étais très surprise, parce que moi j'arrivais extrêmement low profile dans ce milieu-là, de voir à quel point les directeurs de casting me posaient énormément de questions sur la façon dont je repérais les talents. Et étaient très curieux de tous les gens que j'avais découverts et comment je les avais découverts et de connaître mes méthodes de travail et tout ça. Donc ça a été tout d'un coup une complicité qui s'est instaurée très très vite avec les directeurs de casting, parce qu'à la base on fait le même métier et que du coup ça a facilité grandement les choses. Donc on va dire les 6 premiers mois, ça a été vraiment ça, les connaître, de discuter avec eux, d'échanger, donc et en plus, ce qui est riche, c'est qu'ils sont tous des personnalités extrêmement différentes, ils travaillent sur des projets extrêmement différents. Moi, c'est vrai que j'ai des goûts extrêmement éclectiques, donc je vais aussi bien m'entendre avec un directeur de casting qui a des goûts extrêmement pointus, comme un autre qui a des goûts un peu plus populaires, en tout cas, qui fait des films un peu plus populaires ou des séries, parce que tout me semble extrêmement important et nécessaire. J'ai pas en plus cette mentalité de me dire « Oh là là, surtout pas de télé, surtout pas de je sais pas quoi », enfin voilà, de me dire mon Dieu, voilà, je suis pas du tout un agent que de cinéma, pas du tout, pas du tout. Je viens de la télé, donc au contraire, moi je pense qu'il faut ouvrir les choses, il faut, les plateformes aujourd'hui développent plein de choses. Les plateformes des chaînes de télé Slash et tout ça développent du contenu extrêmement intéressant et pointu. Donc c'est vrai que ce travail avec les directeurs de casting, il est assez jubilatoire parce qu'il y a beaucoup de complicité qui s'est instaurée avec eux. Beaucoup de complicité et de partage. Parce que certains, et c'est ça qui est assez surprenant, m'ont demandé de l'aide. Ils m'ont appelé pour me demander de l'aide sur des rôles. En me disant, mais qu'est-ce que tu penserais, toi qui connais qu'est-ce que... Et ça, j'étais très surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Mais pas du tout. Et donc, je le fais parce que... voilà, c'est vrai que je défends ma liste, comme on dit, mais d'artistes. Mais c'est vrai que
j'ai pas ce côté avec des œillères et quand on peut aider à faire grandir quelqu'un, c'est pas parce que il faut être ouvert, il faut être généreux, quoi. Parce que la générosité, quand vous la donnez, ça vous revient, en fait. Donc ça m'est arrivé de parler plus d'une fois de comédiens qui sont pas forcément chez moi. Mais tout ça bénéficie à tout le monde, en fait. Et il faut faire profiter de tout ça à tout le monde, c'est important. Quand tu as un jeune talent, je suis obligée de... On part à zéro. On part à zéro aussi bien pour faire ses photos, son book photo, où vraiment on part from scratch, expliquer tout, du point A au point B, vraiment comment on fait une tape, comment vraiment de tout encadrer, de tout verrouiller, de tout expliquer, de vraiment d'avoir ce rôle de très pédagogue. Vraiment pour un jeune talent, c'est indispensable, bien sûr, c'est indispensable. Pour ma part, je trouve que les bandes démos, c'est ringard en fait. Je déteste ça, je trouve ça hyper ennuyeux. Je pense que ça ennuie tout le monde maintenant. C'est devenu tellement un objet tellement usé, tellement. En plus, la plupart du temps, elles sont mal montées, donc elles sont trop longues, ou il y a des scènes trop longues, ou alors on épate la galerie, donc on se met nu sur les bandes démos, on montre des trucs qu'on ne devrait pas montrer. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas c'est toujours à côté, en fait. C'est souvent à côté, puis je trouve ça très poussiéreux comme façon de fonctionner. Moi, je fonctionne qu'avec des vidéos de présentation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cerveau des gens. C'est comment ils appréhendent leur rôle, c'est ce qu'ils ont dans leur imaginaire, c'est ce qu'ils font dans leur vie, c'est ce qu'ils font même en dehors de leur vie. Moi, j'en ai certains qui travaillent dans des usines, qui sont charpentiers, qui ont d'autres métiers, qui utilisent leurs mains concrètement. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que ça veut dire beaucoup de choses d'un acteur, de faire ces choses-là. De faire de la menuiserie, de faire de la peinture, de faire du modeling. Ça signifie beaucoup de choses. Ça montre l'état d'esprit, ça montre une créativité, ça montre une richesse intérieure, un épanouissement. Et pour moi, c'est indispensable. Donc, moi, indéniablement, je pars, et c'est ce que je faisais chez Canal d'ailleurs, je demande des vidéos de présentation. Mais pas des vidéos de présentation très authentiques, très intimes. On en revient toujours à la même chose. De montrer ce que vous avez dans les tripes, de montrer ce que vous avez dans la tête, de montrer ce qui vous passionne, ce qui vous fait rire, ce qui vous fait pleurer. D'ailleurs, on se voit que tous les directeurs de casting demandent ça maintenant, des vidéos de présentation. Et ils ont raison, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour reconnaître quelqu'un, en fait, et pour appréhender. Ce qui est très important, en fait, c'est que tout n'est que désir dans la vie. Ce métier-là est un métier de désir. Donc, à travers une vidéo de présentation, c'est créer du désir. Les personnes les plus difficiles à convaincre, c'est les directeurs de casting. On peut enfumer un réal, on peut enfumer un producteur, on peut enfumer un diffuseur, mais un directeur de casting, ils en voient tellement des vertes et des pas mûres, ils sont tellement aguerris, en fait, on va dire, aux vices des comédiens parfois, à la mécanique de se dire, tiens, je vais la jouer comme ça, je vais faire ça, je sais qu'elle attend ça, Ils essayent tellement d'anticiper sur les besoins aux directeurs de casting, enfin, en tout cas, je pense qu'on leur fait plus. Et qu'ils eux-mêmes ont besoin d'être hyper étonnés, d'être surpris, d'être cueillis. Et moi, quand j'étais chez Canal, j'avais tout le temps besoin d'être cueillie, d'être saisie, d'être me dire waouh, mais qui que ce soit, hein, que ce soit quelqu'un de connu ou pas connu, de me dire waouh, elle m'a surprise, elle m'a fait ressentir quelque chose elle m'a donné envie de la rencontrer, voilà. Et ces petites vidéos de présentation permettent à ça, en fait, permettent à créer du désir chez le directeur de casting, je trouve. Et c'est pour ça que moi, c'est une des premières choses que j'ai mis en place. Et je faisais même une des premiers outils, parce que j'utilisais la méthodologie que j'avais chez Canal, pour les adapter dans mon métier d'agent. C'est-à-dire que toutes les semaines, dès que j'ai démarré, en fait, je faisais un focus sur un de mes comédiens. Je leur demandais une vidéo de présentation et je préparais des mails. J'envoyais à 200, 300 directeurs de casting tous les vendredis, parce que je me disais que c'est le meilleur moyen la fin de semaine. En fin d'après-midi, on est un peu plus relax, un peu plus détendu avant la veille de week-end et tout. Et je faisais un mail à 200, 300 directeurs de casting. Laissez-moi vous présenter un tel. Et ça a beaucoup surpris dans le milieu de faire ça, parce que personne ne fait ça, par exemple. Et même, ça a effrayé certaines personnes, certains agents qui m'ont dit « Mais ça va pas, mais t'es malade, il faut pas déranger les directeurs de casting, il faut pas faire ça. » Je dis « Ah bon, mais pourquoi, en fait, il faut pas faire ça ?» Bah si, enfin, je veux dire, en plus, on leur mâche le travail, c'est-à-dire qu'on leur permet de faire un focus sur un talent qu'on juge, qu'on estime formidable, et ça facilite le travail de tout le monde, donc au contraire. Et je vois que ma démarche, en fait, cette démarche que j'ai très proactive, a vachement plu et séduit, et j'ai décroché mais plein de castings grâce à ça. Parce que j'avais fait un focus sur un de mes talents et que ça avait permis de les mettre en lumière de façon plus rapide
beaucoup plus centralisé et du coup, enfin moi je sais que ça a été un outil d'un accélérateur mais inimaginable sur ma liste, sur les gens que j'avais, parce que j'ai démarré avec une toute petite liste. Je me fiche un peu de la façon dont tout le monde travaille en fait de manière un peu comme des moutons et de se dire faut pas déranger, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Je fais ce qui me semble le plus juste pour eux. Alors, ce que je pourrais conseiller à un jeune qui passe son casting, c'est déjà d'apprendre son texte, en fait. Ça me semble le b.a.-ba, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Non, non, de bien travailler son casting. Et puis surtout, de ne pas mettre d'enjeu, en fait. Alors, ça peut paraître dingue parce que l'enjeu, il est important derrière puisqu'il faut décrocher un rôle. Mais je trouve que quand on met de l'enjeu, en fait, ça stresse, en fait. Ça crée des énergies pas au bon endroit et pas placées au bon endroit. Donc, c'est vraiment, moi, ce que je peux recommander à quelqu'un, c'est hyper préparer son casting, de bien le bosser. 1 heure avant, voire 2 heures avant, faire carrément autre chose, d'aller faire du sport, d'aller lire un livre, carrément faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le casting en question. Arriver sur le casting, d'être hyper concentré. C'est vraiment 5 minutes avant d'arriver devant la porte, de reconcentrer son énergie et son attention sur le texte, sur ce qu'on doit faire, se concentrer sur son personnage et vraiment de franchir la porte, de dire bonjour et d'y aller. Et de faire de son mieux, de donner le maximum comme si c'était son dernier casting. C'est de se dire à chaque fois que tu fais un casting, c'est ton dernier. L'enjeu, il doit être là, en fait. Il doit être positionné à donner le meilleur de soi-même, à être vraiment dans l'intensité et dans le moment présent. Et après, une fois que la porte est franchie, de tout oublier et de laisser l'univers opérer et prendre le pas sur la suite. Parce que si c'est pour vous, ce sera pour vous. Et si c'est pas pour vous, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend derrière. Bien souvent, plein de comédiens continuent à y penser, à y réfléchir et se disent mon Dieu, mais il faut que je l'aie. C'est comme si leur vie en était en jeu, mais pas du tout. C'est vrai que les acteurs se remettent pas souvent en question. Je dirais que c'est leur plus gros défaut. En fait, c'est toujours la faute de l'agent, c'est toujours la faute du directeur de casting, c'est toujours la faute du producteur, c'est toujours la faute d'un tel ou d'un tel. C'est hyper important d'avoir de l'ego, évidemment. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un bon ego. Un ego passé au bon endroit qui vous permet, oui, vous affirmer dans ce que vous êtes et dans qui vous êtes, avec vos talents, vos faiblesses, et voilà. Mais si on rate tous les castings, voilà, c'est à un moment donné, la faute, bon, vient pas forcément à 100% de soi, mais parce qu'il y a tellement de paramètres sur un tournage et une équipe qui se constitue que forcément, c'est pas forcément à chaque fois sa faute, mais quand on les rate tout le temps, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. C'est que c'est pas la faute du directeur de casting, c'est pas la faute de l'agent. C'est justement de se dire peut-être que j'ai merdé quoi sur ce casting et que j'ai pas bien appris mon texte, que j'ai flippé, je me suis emmêlé les crayons. Enfin voilà, la notion qui est très importante, c'est de se dire que leur métier, c'est pas de passer des castings, parce qu'il y en a beaucoup, ils se complaisent en fait à passer des castings. Ils se disent oh là là, c'est génial, j'ai passé des castings. Oh là là, je passe plein de castings. C'est génial, c'est génial. Et moi, tout de suite, je sonne la sonnette d'alarme et je leur dis attention, ton métier, ce n'est pas de passer des castings. Ton métier, c'est de faire des rôles et d'être sur un plateau de cinéma. C'est vraiment cette remise en question dont il faut avoir conscience parce que bien souvent, on rejette toujours la faute sur l'autre, alors que bien souvent, c'est sur soi. Mais c'est vrai que parfois, on ne se rend pas compte à quel point la décision de prendre un acteur sur un film, elle est codépendante d'un ensemble, d'une harmonie, d'une équipe, d'un duo, d'un couple, de rôles. Donc bien souvent, et interdépendante d'une scène qui a été coupée. Et que du coup, on n'a plus besoin de ce rôle et donc du coup, on se dit, le comédien qui avait été choisi finalement, désolé, mais finalement la scène a été coupée pour des raisons budgétaires, pour des raisons. On se rend pas compte à quel point il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte quand on le choix. Moi, je me souviens très bien à l'époque de Canal, par exemple, quand on constituait la table du grand journal, ce qu'on appelait le plateau. Il fallait que toutes les personnalités qui étaient sur le plateau soient vraiment en fait complémentaires les unes des autres en fait et que ce soit harmonieux et on se rend pas compte à quel point ça c'est aussi important et que les décisions se prennent aussi par rapport à ça. Donc parfois parce que je vois des comédiens qui vont en callback, qui font des callbacks très très loin et qui au final sont pas pris et ils se disent mais pourquoi moi j'ai pas été pris.
Mais bien souvent, c'est pas à cause d'eux, c'est parce qu'il y a des raisons ou budgétaires ou artistiques qui font que, bah, malheureusement, voilà, ça l'a pas fait, quoi. Alors, est-ce qu'il est possible pour un jeune talent de travailler seul sans agent? Bah, écoutez, moi, j'en ai qui sont très dégourdis et qui arrivent. Alors, ils se donnent beaucoup de mal et ils sont hyper dégourdis, ils trouvent des castings et ils avancent, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que l'accès au casting, vraiment alors il y a de plus en plus de castings sauvages et ça s'opère énormément dans le cinéma et on cherche à renouveler, en fait, à régénérer, en fait, cette industrie, ce qui est hyper important aussi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est compliqué. C'est encore plus compliqué, c'est que les agents s'occupent, de choses, essentielles qui sont les contrats et tout le juridique, tout l'administratif et tout ça et qu'à un moment donné, ben, un jeune talent, il veut pas, faire lui-même ses contrats. C'est à moins qu'il y ait un avocat, mais en général, quand on démarre, on n'a pas forcément d'avocat et ça coûte cher. Donc c'est vrai que, voilà, c'est vrai que c'est important, c'est essentiel d'avoir un agent à un moment donné, c'est sûr. Bien sûr qu'il faut démarcher des agents. La preuve, moi, j'ai, repéré, grâce à ça, une jeune, comédienne qui s'appelle Angèle Ma, qui est chez moi maintenant, qui est un génie, qui m'a envoyé un mail, tout simplement. Ça peut arriver de toutes parts, donc je regarde toutes les candidatures, tout ce qui me tombe dessus. Dès qu'on me parle de quelqu'un, tout, je réponds à tout le monde. Alors j'ai un petit message type, hein, évidemment, parce qu'à un moment donné, on peut pas. Je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Je reçois une vingtaine de demandes par jour, parce que les comédiens sont tellement dans l'attente, sont tellement. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'agents qui répondent au talent, mais ça me semble indispensable de répondre parce qu'ils sont dans une telle attente et un tel besoin, une telle nécessité que je vois pas comment ne pas répondre aux gens. Puis je trouve que c'est une manque de respect. Quelqu'un vous envoie un mail, il faut répondre. Bah, ça me semble tellement normal et tellement logique. Mais c'est vrai que après, il y en a certains qui sont un peu kamikazes en fait des talents et des talents qui vous contactent de manière brutale, genre parce que moi c'est vrai que mon téléphone portable ils sont mon site, mais je pense que les gens comprennent d'instinct, intuitivement qu'on n'appelle pas sur le portable directement. Il y a mon mail, il y a toutes mes coordonnées pour me joindre autrement. Il y a des talents qui m'ont appelé à 7h, 8h du matin dimanche, ou le soir, samedi soir très tard, ou là, je pense qu'ils sont pas très, très bien reçus, mais ça peut se comprendre. En fait, je pense que, enfin voilà, il y a un minimum d'empathie à avoir avec, de comprendre en fait les choses tout naturellement et de se dire bon ben, vous envoyez un SMS ou alors vous envoyez un mail. Le plus simple, c'est d'envoyer un mail. En fait, je veux dire, et voilà. Et il y a des talents qui sont un peu pas très bien élevés en fait, qui de toutes parts vous contactent, mais sans bonjour, sans quoi, sans rien, sans. Tout ceci est du bon sens, voilà. Mais la plupart des comédiens qui cherchent des agents, ils ont ce bon sens-là. Donc voilà, donc faut pas perdre espoir et courage et il faut voilà, il faut rien lâcher quoi. La différence de promotion entre les différents corps de métier que je représente, elle est forcément différente puisque un scénariste, bah, il va à un métier qui est vraiment autre que celui d'un comédien qui interprète les mots de quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, tout ça est un peu faussé parce que, par exemple, moi, j'ai des scénaristes qui réalisent, comme Abdelraouf Dafri qui a fait ce sublime film Un 1500 impur. J'ai des comédiennes qui commencent à écrire. Tout ça, c'est des vases communicants et tant mieux, tout est décloisonné en fait. Pour des scénaristes, bah, le but, c'est de leur trouver des projets, de trouver des thématiques, de réfléchir avec eux, de se dire sur d'éventuelles directions à prendre et en termes de projets, de ce qui se fait, des besoins, se dire tiens, on est en train de développer, il y a plus de la mini-série qui se développe. Donc moi, j'ai des auteurs, par exemple, qui me disent ah j'ai écrit un long et tout, et en lisant, je me rends compte que c'est pas du tout un long métrage, c'est une mini-série. Et ça m'est arrivé encore il y a pas très longtemps. Et elle me dit ah mais c'est dingue, j'avais pas vu ça comme ça. Et la mini-série, c'est un genre qui est en train de se développer énormément. Des 6 épisodes, 4, 6 épisodes. Et il y a un genre qui est génial. Enfin, moi, j'adore les mini-séries, du coup, parce que c'est bouclé. Sur 6 épisodes, vous avez une histoire consistante qui est développée et tout. Et donc, du coup, ce travail-là avec les scénaristes va se faire comme ça. Je reconnais un bon projet à partir du moment où je le lâche plus, quoi. Quand je commence à prendre 4 heures, voire 6 heures à lire un scénario, là, c'est qu'il y a vraiment à lire 2 pages et à m'arrêter. Voilà. C'est qu'en fait, vous êtes embarqué dans l'histoire et que vous ne lâchez plus le fil, quoi. C'est de se mettre dans la peau d'un téléspectateur lambda. C'est ce que je faisais énormément chez Canal. Quand je découvrais des gens, je me mettais à la place des gens et je me disais...
Je c'est retrouver un peu sa naïveté, son innocence, en fait, de sa nature, son enfant intérieur et de se dire: «Oh, est-ce que j'étais excitée? Est-ce que j'étais écueillie? Est-ce que j'ai rigolé? Est-ce que j'ai pleuré? Est-ce que ça me touche, en fait? D'une quelque manière que ce soit, mais est-ce que ça me touche?» Et à partir de là, après, voilà, on rentre dans un autre processus où il faut relire le scénario. Enfin, en tout cas, moi, c'est la façon dont je travaille et quand c'est quelqu'un, en tout cas, dont je m'occupe et là, tu rentres dans un travail beaucoup plus professionnel de critique. Là où tu es dans un exercice où tu prends ton crayon et tu fais des annotations et tu t'expliques le pourquoi du comment et tu argumentes là, vraiment où tu rentres dans le vif du sujet de façon plus concrète et plus, professionnelle. Et encore une fois, ça peut être des gens qui sont inconnus au bataillon, parce que le talent est partout, hein, faut pas croire, tout le monde à un moment donné était inconnu avant de devenir connu, hein, donc on passe forcément par cette case-là. D'ailleurs, je représente une auteure qui fait des pitchs alors de 5-6 lignes, on a envie, d'appeler Netflix tout de suite en disant: «Mais si, mais regardez, mais c'est génial, vous allez voir, c'est incroyable». Elle a une façon en 6 lignes, elle s'appelle Jade Rose Parker, d'écrire et vous vous dites en 6 lignes, mais on voit déjà le film, on voit l'histoire, on voit, et vous vous dites: «Mais c'est génial, c'est dément, c'est incroyable» et donc voilà, donc c'est vrai que moi j'ai de la chance, je suis vraiment hyper bien lotie parce que aussi bien en termes de réalisation d'auteur, cette jeune génération, j'ai des pépites chez moi. 6 lignes peut me dire les choses sont tellement bien agencées que ça peut me dire: «Waouh, c'est un truc de dingue, je sens qu'il y a un potentiel de dingue». Les principales qualités d'un agent, l'ouverture d'esprit, la disponibilité, le réseau, une vision en fait, une vision de quelqu'un en fait, d'avoir la vision de quelqu'un, sentir quelqu'un et d'avoir une vision, pour lui en fait, pour un artiste, de savoir, vers où l'emmener. Alors, ce serait très présomptueux de savoir, dans 1 an tu feras ça, dans 2 ans, j'y crois pas du tout, de faire un plan de carrière. Il y a beaucoup de comédiens qui disent: «Oui, j'aimerais qu'on définisse un plan de carrière et tout». Aujourd'hui, impossible. Avec tous les technologies, tout ce qui est en train de se passer, tout ça, c'est impossible de faire un plan de carrière. On est à l'abri de rien, tout est possible, tout peut arriver. Donc ça, c'est impossible. Ce serait vraiment, inouï, de se dire, voilà, pas de plan de carrière, mais en tout cas, mmh, c'est important de sentir de faire les bons choix, en fait et c'est ça le plus compliqué. C'est de faire les bons choix pour, d'accompagner et d'essayer de conseiller quelqu'un. Moi, je dis à tous mes talents, en fait, que c'est eux qui ont le final cut. C'est-à-dire que moi, je suis hyper cash, je leur donne le pour et le contre. Moi, ça m'est arrivé qu'il y ait des talents à moi qui fassent les projets malgré le fait que je leur ai dit: «Il faut pas le faire», qu'ils aient envie de le faire, mais il y a aucun problème. C'est eux qui ont le final cut parce que c'est eux qui sont en ligne, en première ligne, c'est leur métier, c'est leur vie. Mais c'est vrai que moi, voilà, je suis hyper cash, je dis les choses, je pèse toujours le pour et le contre, je leur explique tous les écueils, je leur plante le décor, en fait. Je leur donne tous les éléments, les tenants, les aboutissants, en leur disant: «Il y a ça, il y a ça, il y a ça, et s'il se passe ci, ça, il y aura ci». Vraiment, je fais un état des lieux, en fait. Vous voyez, c'est, l'état des lieux et après, au final, c'est toi vraiment qui décides. C'est pas entre les mains d'un agent, hein, la carrière de quelqu'un, c'est entre les mains d'un artiste. Faut pas l'oublier, faut pas en remettre, c'est pas l'agent qui a le monopole de tout, loin de là. Pour moi, c'est l'artiste qui décide, hein, au final. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il accompagne dans les choix et surtout pour, ce qu'on parlait de la jeune génération tout à l'heure, de les freiner dans cette précipitation et dans cette, gourmandise, absolue et parfois, je dirais même plus de la gourmandise parce que, la gourmandise, c'est une notion, de dosage et délicate. C'est de boulimie de rôle et je veux être partout et je veux faire des premiers rôles et tout ça parce que, bien souvent, ils n'ont pas conscience que parfois même faire une apparition dans un film, si le rôle est incroyable et si, l'apparition en question, est dingue dans un film très bien écrit, ben, elle fera d'autant plus sensation qu'un premier rôle dans un film raté, quoi. Alors, si j'avais un conseil à donner à un futur agent, je pense qu'il faut, s'armer de patience et je reçois énormément de demandes d'assistants, enfin de jeunes femmes ou jeunes hommes qui veulent devenir agents et je pense qu'il faut aimer les gens, en fait. Je pense qu'avant tout, comprendre les artistes, les aimer parce que, ce sont des gens tellement extrêmes dans tout ce qu'ils sont, dans le meilleur comme dans le pire, que si déjà fondamentalement, vous n'avez pas à la base le socle, déjà d'aimer ces gens-là et cette typologie de personnalité, je pense que ça sert à rien, c'est pas la peine. Et puis surtout rester à sa place. Voilà, d'être au bon endroit en fait, en tant qu'agent. Ce sont pas les agents en fait qui font le succès d'un talent. C'est avant tout le talent et le comédien, l'artiste quel qu'il soit scénariste, réalisateur ou comédien, qui fait son propre talent en fait, qui est son propre talent. Tout est entre les mains des artistes en fait, avant tout.